Alors, je vais vous parler ici d'une théorie qui est assez récente, qui s'appelle la théorie du grand filtre, et qui fait écho au paradoxe de Fermi. Je vous rappelle le paradoxe de Fermi. Pourquoi sommes-nous seuls à essayer de communiquer avec d'autres formes de vie évoluées? Pourquoi est-ce qu'on ne nous répond pas? Pourquoi est-ce que nous ne recevons aucun signal alors que nous en envoyons? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres traces de vie évoluée? Est-ce que ça veut dire que nous sommes seuls? Est-ce que ça veut dire que ces communications sont caduques, n'ont pas de sens? Alors la théorie du grand filtre, elle essaye de répondre à cette question-là sous une forme qui est assez intéressante. Et en particulier, elle essaye de dire, si jamais nous trouvons des traces de vie dans les décennies à venir, est-ce que ce sera plutôt une bonne ou plutôt une mauvaise nouvelle? Comment faudra-t-il l'interpréter? Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Cette théorie, elle essaye de réfléchir à toutes les étapes, tous les filtres, c'est-à-dire toutes les étapes improbables, probables ou improbables, qui ont amené à la vie sur Terre, une vie de plus en plus évoluée, voire consciente, capable d'envoyer des signaux et d'aller rechercher de la vie ailleurs. Si on regarde ces différentes étapes, il y en a plein. Il y a tout d'abord la formation de la Lune, probablement la Lune, elle est née d'une collision entre une astéroïde géante et la Terre, et qui a créé la Lune, et la Lune a elle-même stabilisé l'orbite de la Terre, ce qui a permis justement une stabilité qui a énormément aidé probablement au développement de la vie. Ensuite, il y a eu tout un ensemble de phénomènes que je ne vais pas détailler ici, mais qui sont du domaine de l'évolution géologique de la planète Terre. Et parmi ces événements, il y a également ce qu'on appelle le bombardement tardif. Vous voyez, qui a eu lieu environ 800 millions d'années après la création de la Terre. Ce bombardement tardif, je vais vous montrer un petit film qui le représente. Ce sont des chercheurs du sud de la France qui ont modélisé un disque planétaire. Donc, lors d'une formation d'étoiles et de formation de planètes, vous avez vu tout à l'heure, nous avons le nuage de résidus, de comètes et d'astéroïdes qui se trouve autour de cette zone, de ce disque planétaire. Et puis vous avez ici les planètes en formation. Et bien, ce qu'ils ont montré, c'est qu'en réalité, toute cette formation-là, aux échelles géologiques, a des structures de chaos, avec des phénomènes qui peuvent survenir, vous voyez, d'un seul coup, en quelques millions d'années, tout explose. Alors tout explose, c'est parfaitement bien maîtrisé, hein, ils savent pourquoi. Tout explose à cause de phénomènes d'interaction entre les planètes qui se sont formées et les orbites de ces objets, en particulier des comètes. Et il peut se passer un phénomène finalement assez improbable, qui est un phénomène de grand bombardement. Mais ce phénomène de grand bombardement amène également à ce que sur les millions d'années qui suivent, les milliards d'années qui suivent, eh bien, les planètes qui se sont formées deviendront un peu plus, seront plus en sécurité. Il y aura moins de matière autour qui va venir les bombarder. Et on a des preuves que ce phénomène a bien eu lieu sur la Terre, puisque lors des missions Apollo sur la Lune, il y a eu des roches qui ont été ramenées et qui ont prouvé qu'effectivement, il s'était passé quelque chose à ce moment-là du domaine du bombardement tardif. On a d'ailleurs trouvé du côté pôle sud de Jupiter également des traces de ces bombardements. Donc voilà, un autre événement. Autre événement, le passage du monde des prokaryotes vers le monde des eucaryotes. Celui-ci aussi, il a été déterminant. Le passage au monde des multicellulaires. Et puis un peu plus tard, l'apparition de la conscience, puis l'apparition des mathématiques, des sciences, etc., et de la recherche de vie ailleurs. Alors tous ces paliers, tous ces filtres, il faut les voir comme des étapes où le passage de l'avant à l'après est soit improbable, soit fortement improbable. Et il faut imaginer l'espèce humaine et les espèces vivantes sur Terre aujourd'hui comme ayant eu la chance de passer toutes ces étapes. Alors, là maintenant, on se ramène à la question, et si on détectait de la vie? Est-ce que ce serait plutôt une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle dans le cadre de cette théorie? Eh bien, les partisans de cette théorie disent que ce serait plutôt une mauvaise nouvelle. Et voici leur argument.
En fait, ce qu'ils disent, c'est que si on ne détecte aucune vie, malgré tous nos efforts, malgré toutes les exoplanètes, ben, ça voudrait dire que probablement la vie sur Terre a eu une chance incroyable qui est de franchir toutes ces étapes, tous ces filtres. Et que probablement, vu le nombre de filtres et d'étapes improbables qu'il a fallu franchir, et ben voilà, nous sommes les seuls à avoir franchi ça. Et dans ce cadre-là, ben nous avons une chance incroyable et un devoir de préservation de la vie qui nous entoure. Maintenant, l'autre façon de voir, c'est si on trouve de la vie, si on en trouve d'autres, si on en trouve sur d'autres planètes, on va en trouver des milliards, ça veut dire que la vie foisonne. Et bien dans ce cas-là, ça voudra dire que les filtres qui font qu'on n'arrive pas à communiquer avec d'autres espèces évoluées, ça veut dire que le grand filtre, n'a pas eu lieu avant nous, mais ça veut dire que probablement il a lieu après. C'est-à-dire qu'il a lieu après l'apparition de formes de vie évoluées. Et donc c'est en soi que c'est une mauvaise nouvelle, parce que ça voudrait dire qu'on a de grandes chances d'arriver à une extinction avant de développer les moyens qui sont des moyens sophistiqués de communication, voire même de voyage dans l'espace au niveau interstellaire. J'en arrive à la dernière planche de cette présentation, et je voudrais justement qu'on étudie un petit peu les deux cas qu'on vient de voir là, dans le paradoxe de Fermi et la théorie du grand filtre. Que ce soit dans le cas où nous sommes les seuls à détenir la vie, nous avons cette chance. Nous avons eu la chance de franchir toutes les étapes improbables qui ont amené la vie. Ou que ce soit dans le cas où la vie existe ailleurs, elle existe par profusion, mais ne réussit pas à atteindre des niveaux de vie élaborés, de vie évoluée, capables de communiquer. Dans les deux cas, nous sommes face à deux évidences. La première évidence, c'est qu'il faut absolument, à tout prix, préserver la vie sur notre planète. La vie et aussi l'humanité, qui est porteuse de cette conscience, de cette capacité à se poser ces questions et à se projeter dans le temps et dans l'espace. Donc le premier message, c'est le message d'ailleurs d'Hubert Reeves, c'est le message de « il faut préserver notre jardin », car il se peut qu'il soit unique. Je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure, il est absolument peu envisageable d'envisager émigrer la vie sur Terre vers d'autres planètes, même si elles sont habitables ou favorables. Donc il faut préserver notre jardin. Et le deuxième message, c'est que également, que ce soit dans un cas où nous avons eu la chance d'être les seuls, mais si nous sommes les seuls, ça veut dire qu'à tout moment nous pouvons disparaître. Et dans ce cas-là, toute la vie disparaîtrait de notre galaxie. Ou, même si nous ne sommes pas les seuls, et qu'il y a d'autres formes de vie, mais qu'elles ne parviennent pas à atteindre un niveau de conscience, et bien dans ce cas-là, on se retrouve face à une responsabilité, qui est quelque chose de nouveau, sur lequel, même au niveau philosophique, on a très peu réfléchi. Ce serait une responsabilité de devoir de dissémination, de devoir disséminer la vie, voire même une vie pouvant aller le plus facilement possible vers une vie évoluée, multicellulaire, voire une vie consciente, eh bien, est-ce que ce rôle-là n'est pas dévolu à l'espèce humaine? Est-ce que notre rôle, ce n'est pas de le faire? Et juste avant de mourir, quelques années avant de mourir, Stephen Hawking était partisan de cette idée. Et il a soutenu un projet que j'aimerais vous présenter en images. Alors ce projet, c'est un projet fou. C'est en fait le seul projet viable si on veut aller voyager au niveau des étoiles et aller vers ces planètes extrasolaires. On ne pourra pas y aller, nous, humains, pesant 100 kilos dans des vaisseaux qui pèsent 1000 ou 10 000 tonnes. Ça ne sera pas possible. Tout simplement parce qu'il faut une énergie colossale pour se rapprocher de la vitesse de la lumière. Par contre, on peut imaginer envoyer des nanosatellites qui feraient de l'ordre d'1 gramme. Et c'est ça l'idée. Hein? Je vais revenir ici un peu en arrière. Voyez. Regardez ici. Au centre de ce nanosatellite se trouve on pourrait appeler ça une graine. On pourrait aussi imaginer qu'il y a là des moyens de type caméra et de type communication pour prendre des photos
de systèmes planétaires éloignés, de les renvoyer sur la Terre. Mais on pourrait aussi imaginer ici y mettre une graine avec des technologies de type nanotechnologie et biotechnologie qui seront des technologies qu'on saura atteindre dans les décennies à venir. Et ici, vous avez une voile solaire. Eh bien, comment propulser une voile solaire à des vitesses proches de la vitesse de la lumière? Grâce à un système de faisceaux laser présents sur Terre. On les voit ici. Voilà. Eh bien, tout ça, c'est du domaine du faisable. Et donc, on se retrouve pour la première fois face à quelque chose d'assez flippant. C'est, est-ce que l'espèce humaine doit ou ne doit pas disséminer la vie vers ces mondes, vers ces exomondes dont nous venons de parler pendant une heure?